Bonjour tout le monde. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Madame la directrice générale des établissements de santé, Dr Fatou Mbaye Sylla. Monsieur le président du conseil d'administration de l'hôpital d'enfants Albert Royer, c'est le colonel Lamine Cissé Sarr. Monsieur le président de la commission médicale d'établissement, le professeur Malik Faye. Madame la vice-présidente de la commission médicale d'établissement, le professeur Aïssata Liba. Monsieur le coordinateur des activités pédiatriques, le professeur Ousmane Yaye. Mesdames, Messieurs les chefs de service en vos rangs, grades respectifs, Mesdames, Messieurs les animateurs de ces matinées scientifiques, nos chers invités, Mesdames, Messieurs, je saisis l'occasion qui m'est offerte, Madame la Directrice Générale de la Santé, pour vous faire part de toute notre gratitude, malgré votre emploi du temps chargé, en acceptant de présider l'ouverture de la première session des matinées scientifiques bimensionnelles de notre établissement hospitalier, dont le thème porte sur les invaginations intestinales aiguës chez l'enfant. Par ailleurs, pour avoir compris le caractère évolutif de la science et l'impact positif de la formation continue sur le rendement professionnel des acteurs hospitaliers, la direction de l'hôpital, en collaboration avec la commission médicale d'établissement, ont décidé d'écrire une nouvelle page de l'histoire de l'établissement hospitalier que nous espérons bénéfique pour notre cadre organisationnel. En effet, aujourd'hui, par la cérémonie qui nous réunit, la direction de l'hôpital, avec tous les experts, a choisi de bonifier le legs historique, hérité de nos devanciers, entreprenants et valeureux, en instaurant les matinées scientifiques bimensuelles que nous comptons perpétuer dans le temps. En outre, ces matinées scientifiques, en tant qu'un creuset du donner et du recevoir, ont un double objectif. D'une part, assurer une mise à niveau continue des acteurs hospitaliers par le partage du savoir et d'autre part, améliorer le volet communicatif et préventif à l'égard des usagers en les rapprochant davantage de l'hôpital. Par conséquent, le résultat attendu de l'organisation de ces matinées est de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'offre de services et de soins afin de booster davantage la fréquentation de nos structures hospitalières durement éprouvées par la pandémie du coronavirus. En espérant, comme par le passé, compter sur l'apport qualitatif de tous les acteurs hospitaliers pour la réussite de cette première session des matinées scientifiques bimensuelles du Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer, je vous remercie de votre attention. Je commencerai par remercier les autorités qui sont là, la directrice générale de la santé, Dr Fatou Mbaye Sylla, qui a pris de son temps pour être aujourd'hui ici et partage avec nous ces moments. Son engagement est très apprécié et je pense qu'on l'a toujours connu comme ça. Le président du conseil d'administration, mon colonel Lamine Cissé Sarr, un grand monsieur qui est toujours présent à notre côté, malgré ses charges. Donc on est très heureux toujours de l'avoir à côté de nous. Madame la directrice, je répète, le docteur Aïssata Diop, qui se bat tous les jours pour améliorer les conditions de travail des employés, mais également les conditions de vie des patients ici dans notre structure hospitalière, qui nous est commune. Je pense qu'elle a montré vraiment son engagement tous les jours, donc pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés.
le président de la CME, mon ami le professeur Malik Faye aussi, quelqu'un avec lequel je partage beaucoup de choses. On nous appelle les sages dans cette structure, mais on est mu par vraiment l'intention de faire bouger les choses. On n'est pas parfait, mais nous nous battrons toujours pour que les choses marchent. La vice-présidente également, Aïssata, la grande radiologue, donc, qui montre sa disponibilité. Je ne vais pas être trop long. Je remercie tous ceux qui sont là aujourd'hui, mes collègues, donc toujours engagés, qui sont là, les modérateurs, professeur Faye, professeur Marie Diop, et professeur Gabriel Ngom, Baye Karim, et tous ceux qui sont là, la Tchongan, donc pour partager ces moments qui sont extrêmement importants. Et je pense que ce genre de manifestation, elle est très importante pour nos structures parce que ça participe à l'animation scientifique dans notre structure, mais ça permet de rapprocher les professionnels. Nous avons tendance souvent à travailler de façon alvéolisée, comme j'ai l'habitude de le dire, dans nos coins avec nos spécialités, alors que nous avons beaucoup de points de convergence. Et vous voyez que le thème qu'on a choisi est un thème qui nous unit, parce que le pédiatre parle d'invagination, le radiologue fait le diagnostic de l'invagination, le chirurgien prend en charge avec le pédiatre l'invagination. Je pense que c'est ce genre de démarche qu'on doit avoir tous les jours. Ça nous permet de nous rapprocher, parce qu'on est des collègues, on est là aussi la majeure partie de notre temps ensemble. Il faudrait qu'on puisse optimiser nos pratiques en essayant des protocoles qui nous sont communs et des démarches qui sont communes. C'est pourquoi vraiment, je suis très content et très satisfait de l'engagement des uns et des autres, parce que quand on a sollicité les différentes spécialités, on a créé d'abord un comité scientifique qui va travailler sur ça, parce qu'on a l'intention de le faire tous les 2 mois, et de travailler sur des thèmes extrêmement importants pour lesquels on va sortir avec des consensus qui nous permettront un peu de nous entendre. Parce qu'on a toujours sollicité des staffs communs, mais les gens sont un peu trop chargés, mais c'est bon d'avoir ces matinées scientifiques qui nous rapprochent. Donc je vous remercie tous, je remercie tous ceux qui sont là pour assister, et vraiment on est satisfait, on pense que les choses vont aller en s'améliorant. On est vraiment désolé des imperfections, parce que la perfection ne part de ce monde, mais nous ferons tout pour que les choses soient encore meilleures la prochaine fois, pour le bien de nos populations, parce que en fine, c'est ça l'objectif, améliorer la qualité des soins ici dans notre hôpital. Donc je vous remercie très sincèrement pour la présence et votre engagement. Merci encore. Madame la directrice générale, nous m'avons dit que France. Wolof bi sax du leerati su ma mënoon wax en séeréer bi moom laay def waaye comme ñu bari duñu dégg je vais essayer de parler en français pour dire encore une fois madame la directrice générale, cette activité illustre le dynamisme de notre hôpital qui est un hôpital exemplaire parmi les hôpitaux du même plan. Et je voudrais témoigner devant vous mon appréciation positive sur le dynamisme du comité médical d'établissement. Véritablement, j'ai appris avec eux beaucoup de choses, tant dans le management que dans la qualité scientifique qui est dans cet hôpital. Je voudrais les remercier et les encourager et dire que cette initiative est une initiative heureuse que je salue et qui servira d'exemple probablement aux autres établissements publics de santé. Madame la directrice, je voudrais vous féliciter aussi pour cela et encourager tous les professeurs pour le travail sérieux qui est en train d'être fait au niveau de l'hôpital Albert Royer et encourager l'ensemble des parties prenantes, des travailleurs qui font un sacrifice énorme pour satisfaire aux besoins des populations, parce que l'enfant, c'est l'avenir de la nation, et vous vous en acquittez véritablement pour qu'il soit en très bonne santé et en condition d'assurer le développement futur de notre pays. Je voudrais donc saluer tout le monde et puis vous souhaiter un bon mois de Ramadan, que Yallah accepte nos dévotions au cours de ce mois. Merci beaucoup. Monsieur le président du conseil d'administration, madame la directrice de l'hôpital Enfants Albert Royer, monsieur le président de la commission médicale, professeur Ousmane, responsable de
coordinateur des activités, mesdames, messieurs les membres de la CMA, mesdames, messieurs les chefs de service, chers invités, à votre terrain. Je voudrais, Monsieur le Président, à l'entame de mes propos, formuler quand même des prières à toute la communauté musulmane et chrétienne qui entendent ensemble ce mois de juillet de carême. Prier, demander à ce que Subhanahu wa Ta'ala puisse accepter nos prières et tous les actes de dévotion. Bonne Ramadan carême qui profite à tout le monde. Madame la directrice, je voudrais vous féliciter, vous avec la commission médicale, par rapport à cette innovation de taille extrêmement importante. Je sais que ces journées, ces matinées scientifiques sont le fruit d'une longue, a été mûrie, étudiée pour aboutir à cette activité extrêmement importante. Comme l'a dit le professeur Ousmane, c'est une activité qui permet une mise à jour de tous les professionnels de santé qui sont là, mais aussi de poser un diagnostic, identifier les groupes d'étanglement, poser les problèmes de prise en charge pour aboutir à une qualité dans la prise en charge des enfants de façon globale. Je voudrais vous féliciter et vous remercier. Parce que comme j'aime le rappeler, le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait de la prise en charge des urgences sa surpriorité et l'accessibilité à des soins de qualité son credo. Vous êtes dans cela. Et je vous félicite encore, vous et votre équipe, l'ensemble de vos collaborateurs, pour les efforts soutenus, constants. Et je le disais tout à l'heure au professeur Ousmane Ndiaye, elle a l'habitude de m'appeler 50 fois par jour, 40 fois par semaine, pour me demander un appui, des financements, pour que les problèmes des malades d'Albert puissent être satisfaits. Je voudrais, enfin, vous réitérer tout mon engagement, ma disponibilité au nom de M. le ministre de la Santé, à vous accompagner davantage. Je sais que vous êtes en train de faire des efforts extrêmement importants. M. le ministre est venu, je suis venue, j'ai vu les efforts que vous êtes en train de faire en termes d'investissement, en termes d'équipement, en termes d'organisation des soins et de prise en charge des patients. Je vous en félicite et je vous encourage. Ce n'est pas facile. Nous sommes en face d'une population qui est de plus en plus demandeuse de soins. Et souvent, on nous dit, vous avez une cible extrêmement fragile. On n'a que 2 hôpitaux pédiatriques dans ce pays-là. Alors que les enfants de moins de 15 ans font environ 15% de la population. Vous imaginez un peu la ration et la demande. Juste pour réitérer, demander à cette famille qui ait beaucoup plus d'empathie, de disponibilité vis-à-vis de cette population très fragile. Vous le faites, mais davantage, on vous encourage à le faire. En tout cas, je vous félicite pour tout ce que vous êtes en train de faire. Et pensons que ces journées scientifiques, en tout cas ces matinées scientifiques, permettront une augmentation de la qualité de l'offre de soins. C'est en ce thème, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Madame la Directrice, que je vais déclarer ouverte la première session des matinées scientifiques pédiatriques bimestrielles du Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer, ce mardi 5 avril 2022. Je vous remercie. Donc, sans plus tarder, nous allons vous présenter le programme de cette matinée. On aura 3 présentations. La première sera faite par le professeur Alioune Thiongan sur l'épidémiologie et le pronostic des invaginations intestinales aiguës au niveau du SAU. Une deuxième par le professeur Ali Sagna sur l'activité du diagnostic et de la prise en charge. Et enfin, l'imagerie avec le docteur Fali Badji sur les aspects radiologiques des invaginations intestinales aiguës. Donc nous allons commencer la séance. Je vais présider avec avant la chirurgie. D'accord. Donc je vais présider avec le professeur Marie et le professeur Mokhtar Faye. Nous allons commencer la séance et puis dans le débat, je vous redonnerai la parole. Donc, professeur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord adresser mes salutations aux autorités du ministère de la Santé ici présentes, Madame la Directrice, Dr Fatou, la Directrice de l'hôpital, le Président du Conseil d'administration de l'hôpital, le colonel Cissé, César. Je voudrais également adresser mes salutations les plus sincères à nos chers maîtres de la faculté de médecine. Ils sont nombreux, alhamdulillah, je ne vais pas citer tout le monde. Je voudrais également saluer les collègues, les jeunes frères médecins en spécialisation, aussi bien de chirurgie que de pédiatrie.
mais également des autres qui ne sont pas du domaine médical. Donc c'est un grand plaisir, vraiment un honneur pour moi de vous parler à l'occasion de cette première session des matinées scientifiques de l'hôpital d'enfants Albert Royer. Donc de vous parler d'un sujet qui est transversal, qui est commun entre les pédiatres et les chirurgiens, y compris les radiologues. Un sujet qui porte sur l'évagination intestinale aiguë chez l'enfant. Et moi, je vous parle plutôt d'un travail que nous avons eu à faire, un travail prospectif que nous avons eu à faire l'année passée, et en collaboration avec les chirurgiens, avec l'autorisation du professeur Gabriel Lowe. Donc, un travail qu'on a mené l'année passée, entre le mois de janvier et le mois de juin 2021. Alors, voici donc le plan que nous allons suivre tout au long de cette présentation. Nous allons d'abord, dans l'introduction, définir l'invagination intestinale aiguë, ensuite dégager l'intérêt. Nous allons parler des objectifs de ce travail, l'objectif général et les objectifs spécifiques. Ensuite, dans la méthodologie, nous allons parler du site, des sites de l'étude, du type et de la durée de l'étude, la population, c'est-à-dire les enfants et les paramètres qui ont été analysés au cours de ce travail. Nous allons parler des résultats. Nous allons faire quelques commentaires de ces résultats en comparaison avec les travaux qui ont été faits dans le même site, à l'hôpital, à Verroyer, au service de chirurgie pédiatrique, mais également en comparant avec les données de la littérature internationale, en Afrique et en Europe. Nous allons donner quelques messages clés concernant qui sortent de ces résultats, de ce travail. Nous avons utilisé comme message et nous allons finir par des références bibliographiques. Donc, en définition, l'évagination intestinale aiguë est définie comme étant la pénétration d'un segment intestinal dans le segment d'aval, donc le segment sous-jacent, par retournement en doigt de gant, entraînant ainsi en télescopage. L'évagination est une urgence médico-chirurgicale, diagnostique et thérapeutique. C'est-à-dire qu'il faut la reconnaître rapidement, donc c'est le diagnostic, et il faut la prendre en charge également rapidement. La fréquence est variable, elle est peu fréquente, et à Dakar, en 2018, à Verroyer, Sagna et collaborateurs avaient retrouvé une fréquence de 1,5 cas par mois. Dans une étude qu'ils ont réalisée sur 5 ans. C'est une pathologie du jeune nourrisson, donc de l'enfant jeune, moins de 2 ans, avec un pic entre 8 et 12 mois. C'est une pathologie, certes, qui n'est pas très redoutable, mais lorsque le diagnostic ou la prise en charge est retardée, le pronostic fonctionnel peut être engagé, notamment le pronostic fonctionnel intestinal, par soit une ischémie ou une nécrose. Le pronostic vital également peut être engagé du fait de complications en type de choc septique ou de troubles métaboliques comme la déshydratation sévère ou bien des troubles ioniques, l'hypolactémie, l'hyperglycémie. Ce pronostic peut être considérablement amélioré, c'est-à-dire qu'on peut prévenir toutes sortes de complications lorsqu'il existe une collaboration, une franche collaboration multidisciplinaire entre les pédiatres, les chirurgiens pédiatriques, les réanimateurs, mais également les radiologues. Parce qu'on l'a dit tantôt pour ce besoin, le pédiatre fait la solution diagnostique, puisque les enfants arrivent, on verra ça dans les résultats, dans un tableau de douleur abdominale, parfois de vomissement. Donc nous, on pense qu'il s'agit plutôt d'une gastroentérite, d'une gastrite. Donc devant ce tableau, si on pense à l'évagination, on envoie le patient au radiologue qui font le diagnostic, et après la suite, c'est le chirurgien et le réanimateur pour la prise en charge. Les objectifs donc, de ce travail, l'objectif général, c'est de décrire les aspects épidémiologiques et pronostiques de l'invagination intestinale aiguë chez les enfants hospitalisés à Albert Royer, chirurgie comme au SAU,
Les objectifs spécifiques, c'est de déterminer la fréquence de l'invagination institutionnelle aux urgences, de caractériser les aspects socio-démographiques, de décrire les signes cliniques et échographiques, de décrire les aspects thérapeutiques et enfin de préciser les modalités évolutives, mais également pronostiques de l'invagination intestinale. Là, je vous montre ici quelques exemples. Ici, vous voyez, on a la fosse iliaque droite qui est découverte de gravité égale. Et là, quand on a reçu l'enfant, il s'explique avec l'enfant, le tableau d'occlusion. Et sur l'ASP debout, on a des niveaux hydroaériques. Et là, ça confirme l'occlusion. Et ici, la position couchée. Là, on a en fait que le crête qui daté probablement il s'agit d'une occlusion qui intercède dans les ingénieries. Et là, on a une image en cible qui est bien dessinée, qui correspond au boulet d'émacination. L'échographie, je l'avais dit tantôt, que c'est l'examen de référence et qu'on devrait réaliser l'examen à l'aide des sondes de haute fréquence. Pourquoi? Parce que ce sont les sondes qui vont nous permettre, en cas de boulet, de pouvoir identifier la topographie. Quelles sont les structures digestives qui sont mises en jeu dans ce boulet d'imagination? Et que la technique d'exploration est systématique. On commencera toujours par explorer la fosse iliaque droite en remontant vers l'angle colique droit, l'épigaste, et ensuite le flanc gauche pour finir l'examen au niveau du pénis. Mais également, après ce trajet, on peut explorer vraiment le centre de la cavité péritoriale. Et que l'échographie aussi va nous permettre vraiment de caractériser le boudin, de mettre en évidence la tête du boudin, d'avoir une orientation étiologique. Le plus souvent, c'est l'idiopathique, mais dans les âges extrêmes, c'est-à-dire avant 3 mois et au-delà de 3 mois, le plus souvent, ce sont des invaginations intestinales qui sont secondaires. Et également, l'échographie nous permettra la détection des complications, c'est-à-dire la recherche des signes de gravité, mais aussi pour pouvoir orienter le traitement. Également, si ce n'est pas une imagination intestinale, l'échographie nous permettra d'éliminer ce diagnostic. De la normalité, au début, avant l'avènement de l'échographie, donc c'était la technique qu'on utilisait pour poser le diagnostic. Mais l'avènement sera indiqué en rapport de toute contre-indication. Il sera réalisé actuellement qu'à visée thérapeutique si les conditions le permettent, et que réaliser l'abnormalité nous permet de confirmer l'évagination intestinale en montrant en arrêt la progression du produit de contraste sous forme du dimanche en cupule ou en pince de homard, et parfois dans certaines situations on aura une image en cocarde. Et là nous montrons ici la progression ici sous l'arrêt abrupt de la progression du produit de contraste. Et là, on a un aspect typique en pince de homard, et c'est ce qui est représenté sur cette radiographie. Les aspects radiologiques, on mettra l'accent sur les aspects radiologiques vraiment à l'échographie. Et le radiologue va pouvoir préciser le ciel s'il s'agit d'invagination intestinale aiguë. Peut siéger soit au niveau du flanc droit, au niveau de l'hypophyse droit. L'honneur qui m'est donné de vous parler d'une pathologie transversale, première cause d'occlusion du nourrisson, qui unit pédiatres, plus particulièrement les pédiatres urgentistes, les radiopédiatres, les chirurgiens pédiatres, les anesthésistes et réanimateurs pédiatriques, dans une collaboration multidisciplinaire, gage d'une prise en charge optimale. L'invagination intestinale est définie par
le télescopage, c'est la raison de ce... Je ne sais pas si... C'est la raison... Ça, c'est un télescope. Donc, c'est un télescopage, c'est le terme sémiologique, qui signifie donc une pénétration d'un segment d'amont dans un segment d'aval. Le tout se traduit par une anse invaginée que vous voyez ici, interne, une anse invaginante qui est ici externe et une anse intermédiaire, donc une ou plusieurs anses intermédiaires qu'on appelle le boudin d'invagination. Il s'agit d'une urgence, de la première urgence vitale, digestive du nourrisson autour de 8 mois, par l'ischémie intestinale et la nécrose qu'elle entraîne plus ou moins rapidement. D'où la nécessité d'un diagnostic précoce, mais également d'une prise en charge précoce, en sachant que le diagnostic repose essentiellement sur la clinique. La prise en charge a été révolutionnée par ce qu'on appelle la radiologie interventionnelle et qui, dans certains cas, est combinée à la laparoscopie, dans certains cas difficiles, mais également cette révolution, nous sommes certains que dans les perspectives, il y a l'apport de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle pour encore développer cette discipline qui est la radiologie interventionnelle. Je m'explique. Pour la radiologie, quand on parle donc d'intelligence artificielle, c'est l'exemple de ce que nous avons comme Uber, comme Netflix, comme Google, qui est une capacité exponentielle à stocker des images, à stocker des données. Et dans ce cas, dans ce sens, le docteur Mfali parlait tantôt du lavement, de l'AST, qui n'est pas un examen qu'il faut faire, le premier examen à faire. Il y a peut-être l'échographie, qui est l'examen indispensable qu'il faut faire, qui est le premier examen qui est indiqué quand on suspecte une invagination. Le lavement barité étant un examen que l'on peut faire en dehors donc de l'échographie, si on n'a pas l'échographie, et en sachant que dans le lavement barité, vous avez votre AST. Donc le lavement barité qui peut être un élément même du traitement. Donc je disais exponentiel parce que quand on compare et qu'on dit exponentiel, il faut comparer par exemple un pas. Par exemple, j'ai un pas, mon pas fait 1 mètre. Quand je fais 3 pas en 1 seconde, je fais 3 mètres. Et imaginez quand on fait 30 fois le tour de la Terre en 1 seconde. C'est comme ça qu'il faut comparer la capacité exponentielle de nos technologies qu'on a maintenant et qui peuvent stocker des images et qui peuvent servir même d'alerte au radiologue qui a beaucoup de boulot, qui ne peut pas faire beaucoup, qui peut pas lire beaucoup d'échographie. Et ces stockages d'images pourraient alerter le radiologue quand il y a une urgence, quand il y a une image qui suspecte peut-être une nécrose ou une perforation. C'est dans ce sens que je parle d'intelligence artificielle. Pour faire un peu d'historique, il faut rappeler quelques dates importantes. La première description de l'invagination intestinale a été attribuée à Paul Barbet. C'est en Angleterre, en 1674. En 1871, il s'agit de la première réduction chirurgicale, donc le traitement chirurgical qui s'est fait aux États-Unis par Hutchinson. Et ce n'est qu'en 1876 que les premières séries de traitements par lavement réducteur ont été publiées
par Harald Hirschsprung en Autriche. Enfin, Pouliken en France, puis Stephens et Olson, Stephens aux États-Unis et Olson en Scandinave, ont permis de dire donc l'utilité, donc ont permis l'utilisation du lavement parité aussi bien pour le diagnostic que pour le traitement. En ce qui concerne la mortalité, elle est passée de 75% en 1884 à 0 ou environ 0% à partir depuis 1970 dans les pays développés. C'est-à-dire depuis 40 ans, c'est pratiquement, on ne meurt pas d'invagination dans les pays européens. Le professeur Gabriel Ngom avait envoyé le docteur Ndeye Fatou Seck. Ce sont des pathologies chirurgicales qu'on avait mis dans la liste des pathologies qui doivent être diagnostiquées au niveau périphérique par l'infirmier chef de poste devant la présence de signes précoces. Et on l'a également remis dans le cadre d'un projet qui est en cours, qui consiste à dérouler la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant sous forme d'algorithme établi sur une tablette. Et donc ces urgences chirurgicales également sont des diagnostics qui sont accessibles, qui doivent être accessibles à l'infirmier chef de poste, au médecin généraliste pour en permettre un diagnostic précoce. Donc je pense que je ne vais pas trop insister. La présentation de la radiologie a insisté, le docteur Fali a insisté sur la place centrale du radiologue, finalement, dans le diagnostic et la prise en charge de cette invagination. La place centrale de l'échographie, encore faut-il qu'elle soit disponible aux urgences, aux heures où on en a besoin. Pour Albert Royer, c'est réglé, mais je pense que ce n'est pas le cas dans tous les centres, ni au niveau des autres hôpitaux. Il faut que ce soit un radiologue qui en ait l'expérience. Et il est important de bien coordonner la prise en charge péri-opératoire. Cette réanimation est essentielle puisque c'est des enfants qui vomissent, qui ont une occlusion, qui ont des troubles hydroélectrolytiques, qui ont parfois une surinfection, qui ont parfois un choc, et tout ça, il faut vraiment que ce soit que la prise en charge soit correcte en préopératoire ou en pré-interventionnel et en post-opératoire pour assurer cette survie. Et puis il y a la place centrale de la désinvagination pneumatique, dont il faut bien préciser les conditions et les contre-indications éventuelles, mais toujours est-il que ce que nous avons retenu, c'est que cette désinvagination doit se faire dans de bonnes conditions de sécurité, avec tous les spécialistes disponibles à l'affût. Je pense en particulier à l'anesthésiste réanimateur, pour que si ça se passe mal, qu'on puisse rattraper un peu les choses. Et donc, juste un dernier mot sur ce qu'a évoqué le professeur Sagna sur le rôle du rotavirus. Le professeur Ousmane Diaye connaît bien cette histoire, ce lien entre le rotavirus ou le vaccin contre le rotavirus et la possibilité de l'invagination, puisque l'un des premiers vaccins qui a été élaboré contre le rotavirus a dû être retiré du fait de la suspicion d'une association possible entre cette vaccination et la survenue, en tout cas, une augmentation des cas d'invagination. Et dans la surveillance, et on a discuté lors du mémoire, de la thèse de PhD du docteur Amadou Diop, nous devons faire cette surveillance de la survenue des invaginations, et c'est dans le cadre de la surveillance suite à l'introduction des vaccins, puisqu'on doit surveiller pour voir si, après introduction du vaccin, est-ce qu'il n'y a pas eu une augmentation des cas d'invagination, et si jamais on arrivait à observer cela devrait être signalé à la DP, direction de la prévention, division surveillance, pour voir est-ce qu'il y a un lien probable. Ce travail également, on doit le faire. Je pense qu'avec le laboratoire, avec le professeur Thiongnan, on essaiera de voir comment faire cette surveillance. Donc,
c'est juste quelques commentaires que je voulais faire. Il y a des voix beaucoup plus autorisées que moi pour parler de l'invagination. Je pense que la question centrale, c'est de tout faire pour avoir un diagnostic très facile au niveau périphérique. Comme il l'a dit, on travaille sur un concept qui veut que ces pathologies soient inscrites dans le cadre du diagnostic PECIME. Je pense qu'avec le projet TIMSI, que nous sommes en train de coordonner au niveau des postes de santé, vous voyez qu'on est descendu très bas. Et ils auront la possibilité, sur quelques critères, de dire est-ce que c'est une... et d'évacuer très rapidement. Je pense que ça, c'est une question centrale. Donc, la santé, c'est un continuum et nous avons intérêt à aller jusqu'au niveau périphérique pour éviter que les cas graves arrivent à ce niveau. C'est pourquoi on s'investit beaucoup au niveau périphérique et aux côtés du ministère pour régler ces problèmes. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est par rapport aussi au signe d'appel. Je pense qu'Aloïs l'a bien dit. C'est-à-dire, souvent, c'est le diagnostic au téléphone. Et malheureusement, on n'y pense pas trop. Moi, je m'appelle d'un cas que j'ai vécu, très mal vécu, il y a très longtemps, qui m'est resté sur la conscience. On m'appelle le 31 décembre. L'enfant criait. Je lui dis que c'est les coliques du nourrisson. Tout le monde connaît. Quand vous êtes dans les quartiers, les nourrissons, ils crient toute la nuit. Effectivement, il m'appelle, je lui dis, il n'y a pas de problème, c'est des coliques, donne un antalgique, etc. Le lendemain, il m'appelle, il me dit qu'il est à principal, il a été opéré pour une invagination intestinale aiguë. Vous voyez que les cris que vous banalisez chez les nourrissons, il faut faire très attention. Et depuis lors, j'ai un traumatisme. Chaque fois que quelqu'un crie, je dis c'est une invagination. Je pense que Maktar l'a dit. Au staff, tous les jours, on amène les gens. Chaque fois qu'il y a une douleur abdominale, on dit effectivement, les DS, ils diagnostiquent régulièrement l'invagination intestinale aiguë. Je pense qu'il faut être un peu plus excessif. Voilà. La question du retard, on l'a dit. Je pense qu'on en avait parlé lors du PhD que j'ai présidé. Et je pense que c'est un élément important de surveillance de la vaccination à rotavirus. Parce que dans tous les pays, on s'est rendu compte qu'avec la vaccination contre le rotavirus, il y a une augmentation, une recrudescence des cas d'invagination intestinale aiguë. D'ailleurs, c'est pourquoi on a limité même les délais de la vaccination. On dit 6 semaines et pas plus tard que plus de 6 mois. Parce que plus on va tard, plus on a un risque d'invagination. Et c'est important que les chirurgiens et les pédiatres se mobilisent pour avoir une traçabilité des cas associés au vaccin contre le rotavirus. Parce que ça fait partie de la surveillance des MAPI. Donc c'est extrêmement important. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Je pense que Gabi est plus autorisé que moi à parler des invaginations. Moi, je les vois à distance et dans la théorie. Merci. Ndongo m'avait appelé pour sa petite nièce qui avait quelques jours de vie, chez qui l'échographiste avait dit invagination. Et donc, il a amené le nouveau-né en chirurgie pédiatrique à Dantec. Et les chirurgiens lui ont dit non, ce n'est pas une invagination. Mais l'échographiste, c'était quelqu'un qui était calé. En l'occurrence, un professeur qui avait fait l'échographie. Et donc, il m'a appelé. Je lui ai dit, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas une invagination. Maintenant, il faut faire peut-être l'écho ici avec le professeur Aïssateli et l'écho contradictoire pour voir. Et je pense qu'il a fait l'écho et l'écho contradictoire avait infirmé le diagnostic d'invagination, avec physiologie. Parler un peu de l'étude du professeur Chongan aux urgences. 6 cas par mois, c'est beaucoup, mais si on inclut les invaginations iléo-iléales et grêle-ou-grélique, pour moi c'est la même chose, iléo-iléale, grêle-ou-grélique, ce ne sont pas des invaginations. Je pense que ça a contribué à augmenter un peu le nombre de cas par mois. Alors, dans ton étude également, taux de réussite de 6% dans une étude menée en 2018. Nous avons fait soutenir une thèse qui a collecté des données du 1er janvier 2017 à fin juin 2018, donc 1 an et demi. Et on a eu 78% de taux de réalisation, de lavement pneumatique, et 40% de succès. Donc théoriquement, ta période d'étude était incluse dans la nôtre. Donc je ne comprends pas ces 6%. Et encore une fois, peut-être que le taux d'invagination iléo-iléale et iléo-grélique a contribué à abaisser ce chiffre. Parce que ces invaginations n'en sont pas, elles se désinvaginent spontanément. Dans ton étude aussi, je t'aurais conseillé peut-être de revoir tes paramètres en tenant en compte le délai écoulé entre le diagnostic et la désinvagination,
l'épaisseur du boudin, en sachant que plus le nombre de couches est important autour du boudin, plus il y a des risques d'échec. La présence d'adénopathie, mais aussi la topographie du boudin. Si c'est un boudin qui est arrivé jusqu'à l'anus, bien entendu, la désinvagination a peu de chances de réussir. Donc, revoir un peu peut-être les facteurs, inclure dans tes paramètres les facteurs d'échec. Alors, il y a eu, pour abonder un peu dans le sens du professeur Sagna, il y a eu effectivement une équipe qui était bien huilée à Albert Royer. La table marchait, les chirurgiens étaient là, la mine était là pour nous préparer, les patients, les anesthésistes aussi. Et autant on était au départ frileux en ce qui concernait le fait de désinvaginer à tout va, autant après, avec la présence de cette équipe en amont, l'anesthésiste réanimateur, on a effectivement désinvaginé tous les patients qui se présentaient à nous, et avec un taux d'échec qui était finalement très peu important. Et Dr Fali l'a dit, le fait d'avoir un appareil haut de gamme réglé sur des petites des petites modifications au Doppler qui permettent de détecter des toutes petites modifications, ça c'est extrêmement important, c'est très très important. Et je me souviens qu'il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, j'ai refusé de prendre un appareil d'échographie sans Doppler, justement pour ce genre de choses, pour ne pas passer à côté de ce genre de pathologie. Voilà, donc cette pathologie illustre vraiment la nécessité d'une collaboration multidisciplinaire. On espère en tout cas que notre table va être remise en état de fonctionnement pour pouvoir contribuer à la prise en charge de ce genre de maladie. Et l'invagination, c'est la parfaite illustration de la pathologie dont la prise en charge peut être très gratifiante pour le radiologue. Parce que je me souviens des enfants qui viennent avec le tableau qu'on a décrit, des douleurs, et qui se sont mis à gambader dans la salle d'attente immédiatement après le lavement pneumatique. Vraiment, ça peut être très gratifiant. Merci beaucoup. Moi, j'évoquerai peut-être 3 points. Le premier point, c'est par rapport à la présentation du professeur Chongan sur les take-home messages. Je pense que dans le premier point, il a dit qu'en cas de crise douloureuse abdominale, plus vomissement, plus rectorragie, il fallait évoquer une invagination. J'ai dit qu'il ne faut pas attendre la survenue de vomissement ou bien de rectorragie. Vous pouvez par exemple changer ce take-home en disant qu'en cas de crise douloureuse abdominale paroxystique du nourrisson, il faut penser d'emblée à une invagination intestinale. Je pense qu'on pourrait faire un peu plus tôt le diagnostic des invaginations intestinales. Ensuite, pour Fali, merci donc pour cette belle présentation aussi, à l'image de la présentation de Chongan. Mais nous, chirurgiens, on a souvent des difficultés dans l'interprétation de l'échographie. Parce que souvent, on a ouvert des ventres alors que c'était des adénolymphiques mésentériques. Donc je pense que le boudin est parfois confondu avec une grosse adénopathie. Et il faut noter que vraiment, sur ce point, on a fait quelques laparotomies blanches où on a trouvé beaucoup d'adénopathie, et en particulier de grosses adénopathies. Donc je pense qu'il faut peut-être, pour le clinicien, pour le chirurgien pédiatre, s'il a des doutes par rapport à la symptomatologie, il faut refaire l'échographie ou bien en tout cas faire des échographies contradictoires. Je pense que c'est mieux. C'est mieux d'ouvrir des abdomens comme ça et de les refermer. Ensuite, pour le traitement maintenant de l'invagination, je pense que le but du jeu, c'est d'améliorer le pronostic. C'est d'arriver au niveau des Européens. Eux, depuis 1970, ils sont presque à 0% de décès, de mortalité. Nous en avons encore. Je pense que quand j'ai quitté Dantec en 2016, j'ai laissé 22,7% de décès là-bas. Pour les invaginations, 22,7% de décès. C'est une thèse que j'avais encadrée. Et je pense qu'il y avait différents problèmes qu'on pouvait incriminer. Le fait qu'il n'y avait pas de SAU pédiatrique. Il n'y avait pas de SAU pédiatrique là-bas.
Et deuxièmement, le fait qu'il n'y avait pas de radiologie interventionnelle. Donc tous les patients qui arrivaient étaient opérés. Finalement, ces patients sont opérés, ils ne sont pas réanimés, donc ils décédaient énormément. Je pense que le professeur Mario qui est là à côté ne me démentira pas. Mais en tout cas, je me rends compte qu'en tout cas, Albert Royer fait ce qu'il y a de mieux. Parce que le professeur Sagna n'a pas eu une grosse mortalité. Malgré tout, il a opéré beaucoup de cas. C'est peut-être parce que le PCAU est à côté. Et le professeur Tongal aussi a noté un cas de décès sur 36 cas. Je pense qu'il faut à ce titre féliciter l'hôpital d'enfants Albert Royer. C'est tout ce que j'avais à dire. Je voudrais juste ajouter que les éléments diagnostiques peuvent être liés effectivement à l'équipe de garde, parce que ce sont des DS qui prennent la garde. Et je pense que la bonne suggestion, effectivement, c'est peut-être de faire une échographie contradictoire le lendemain matin, si ce n'est pas trop tard, bien entendu, de le faire revoir par des seniors. Merci beaucoup. En tout cas, je félicite les trois présentateurs par rapport à la qualité des communications qui sont de l'extrême importance. Mais au-delà des aspects diagnostiques, cliniques et thérapeutiques, si je fais quelques commentaires, je vois qu'on a eu parmi les 36 patients reçus, il y en a 84% qui ont connu un retard diagnostique, alors qu'on est à Albert Royer. Alors, quelles sont les causes? Soit parce qu'il n'y a pas de diagnostic est posé par l'échographie, par l'imagerie médicale. Est-ce que l'écho est fonctionnel, H24? Est-ce que c'est parce que c'est en panne? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce retard diagnostique? On a dit aussi 63% des patients viennent des domiciles. J'aurais bien aimé savoir à quel moment. C'était le matin, c'était aux heures de garde. Ça permettrait d'affiner un peu l'organisation pour voir qu'est-ce qu'il va falloir faire. Si c'est parce que l'équipe de garde n'est pas suffisamment outillée pour assurer la prise en charge. Le professeur disait tout à l'heure qu'il y a ceux qui viennent de la périphérie. Alors, ici on a 36 cas. Si nous connaissons la demande en soins non satisfaite, quelle est la part de responsabilité? Normalement, actuellement, on ne doit pas mourir d'invalidation intestinale. Normalement, c'est une mort évitable. Qu'est-ce qu'on connaît? Quelle est sa part de la proportion liée à la mortalité infantile? Ceux qui sont dans les régions, en banlieue, etc. C'est une grosse question. On ne peut pas savoir actuellement quel est le nombre d'enfants qui meurent parce que la prise en charge n'est pas calculée, n'est pas venue à temps. On ne l'a pas évalué, il n'y a pas eu de thèse, il n'y a rien, il n'y a pas de recherche. Ça veut dire que le mal est un peu plus profond que ça. Vous en avez 6 par semaine, etc. Vous êtes la référence. Ceux qui viennent de la banlieue ont des difficultés d'accès. Ceux qui sont en dehors de Dakar, c'est encore pire. Dans les régions, il n'y a pas de pédiatre, on n'en parle pas. Donc le problème peut être beaucoup plus profond que ça. Il y a 2 choses sur lesquelles je voudrais revenir et peut-être vous féliciter encore. C'est par rapport à ce qu'a dit professeur Yaye. Samra, si vous faites la surveillance avec les MAPI, c'est extrêmement important. Est-ce que vous faites la remontée au niveau du ministère de la Santé par rapport à l'analyse des données qui nous permettait d'avoir des actions? Parce qu'il faut avoir quand même une réponse par rapport à cette remontée. Il y a aussi le guide dont vous parliez tout à l'heure. Pour répondre à ces préoccupations, des besoins non satisfaits en demande de santé en matière de pédiatrie. Je le disais dans mes propos liminaires, 45% de la population a moins de 15 ans. On n'a que des hôpitaux pédiatriques. Ailleurs, c'est de petits services qui n'ont pas pratiquement l'ensemble de l'offre de soins. Et quelle est la place de la télémédecine? À l'heure actuelle, qu'est-ce que vous pouvez faire pour appuyer les structures périphériques? C'est extrêmement important. On connaît en matière de guide thérapeutique. Le processus, ça prend beaucoup de temps. Il faut la validation institutionnelle, la validation politique, la validation technique. C'est tout un processus. Mais à l'heure actuelle, vous êtes suffisamment outillés. Vous avez le ratio en matière de prof par mètre carré ici, quand même, je touche du bois. Qu'est-ce qu'on peut, de façon assez rapide, comment faire pour appuyer d'autres structures périphériques, des hôpitaux qui n'ont même pas la même technologie que vous, qui n'ont pas suffisamment de ressources humaines. Ça peut se faire très rapidement avec des moyens. On n'a pas besoin d'une grande politique, de grandes déclarations. Et on peut peut-être réduire de façon très significative les besoins non satisfaits en soins. Et le dernier élément, j'ai entendu tout à l'heure le professeur Aïssatou dire qu'il nous faut réparer la table. Je disais à Madame la directrice, est-ce qu'il n'est pas mieux d'acheter une nouvelle table télécommandée pour vous, vu les performances que vous êtes en train de réaliser? Alors, avant les conclusions, je ne sais pas s'il y a quelques éléments de réponse par rapport à ce que je viens de dire. J'ai reçu 3 points. C'est par rapport au MAPI.
Et par rapport à la couverture de pédiatres, je pense qu'on a et la télémédecine. Je pense que c'est des questions extrêmement importantes. Par rapport au MAPI, effectivement, c'est un gap. Parce que autant au niveau des postes des centres, ceux qui font des vaccinations, ils remontent les informations, autant les hôpitaux ne sont pas en lien avec la DP, de façon formelle. Parce qu'en réalité, normalement, tout ce qui est vaccin, les hôpitaux doivent contribuer à remonter les informations. Et la plupart des cas d'invagination intestinale aiguë sont reçus dans les niveaux de référence. Et je pense que c'est le lien qu'on essaie de faire. Je pose la même question, je suis dans le CCBS et avant, dans notre réunion passée, on parlait du retard parce qu'on est en tension sur le vaccin contre le retard. Donc on parle de ça et il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on doit s'appuyer sur les hôpitaux. Et moi, j'étais toujours convaincu qu'il faudrait une structure de vaccination dans les hôpitaux. La première structure, je l'ai créée à Baslan. Parce que pour moi, un hôpital doit avoir une structure. Ici, on a une unité de vaccination. Et ça permet un peu de faire le lien avec les structures du ministère de la Santé, parce qu'on ne doit pas être isolé. Ce n'est pas parce qu'on est établissement public de santé, on est dans un système. Et le système doit être continu. On parle de continuum des soins et continuum d'information. Donc ça, c'est le point que je voulais. Mais on va faire des efforts. Je pense que comme vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important. La deuxième chose, je pense qu'on parle de la couverture des pédiatres. J'avais compris cette question. Mais ça, c'est notre préoccupation. Et je l'avais dit, nous avons, nous, fait des efforts. Professeur Faïm et Lamine Fall, nous sommes même, nous, allés au ministère avec Awadjan quand nous a dit, mais donnez-nous des pédiatres. Mais on lui a donné des solutions de telle sorte que, pratiquement, on a couvert presque tous les pays. Parce que ceux qui sont en 4e année, s'ils sont recrutés, sont affectés directement. On leur laisse l'habitude d'être affectés, de suivre les cours, parce qu'on fait les cours par Microsoft Teams ou bien Zoom. Ils font les cours par voie numérique et ils ne reviennent que pour les examens et les mémoires. Donc du coup, vous voyez, même Kaffrine a un pédiatre, Linguère a un pédiatre, Sédhiou a un pédiatre, Kédougou a un pédiatre. Donc on a couvert presque tous les pays et on est en train de les doubler. Kaolack en a 3 maintenant. Sédhiou en a 2. Vous voyez, nous, c'est notre préoccupation parce qu'on n'est pas à l'université pour être à l'université. On est là pour régler les problèmes de population. Et on doit travailler avec le système de santé. Heureusement, vous avez une démarche très ouverte avec laquelle on est tout le temps en relation pour essayer d'aider le système à avoir une bonne offre vraiment en couverture de pédiatrie. Et ça, on va se battre. Bon, là, on va saturer le marché. Parce que tous les ans, on a un recrutement extrêmement important de pédiatres. L'année dernière, on avait pratiquement 100 demandes, on a pris 50. Cette année, on a eu 200 demandes pour la pédiatrie, on a pris 65. Vous voyez, avec le temps, c'est le de ne fait que nous retraiter, mais vous serez tranquille. Voilà, donc ce que je voulais dire par rapport à cette question-là. La dernière, c'est la télémédecine. La télémédecine, nous, c'est notre préoccupation au niveau du centre d'excellence. Et d'ailleurs, je travaille avec le ministère de l'Enseignement supérieur, avec Soukaï Diakine, et on avait eu une réunion avec Dia, Khaliloua, Dia, par rapport à l'utilisation de la télémédecine. Parce que nous avons l'avantage d'avoir au niveau du Sénégal des espaces numériques ouverts qui ont été mis en place avec l'université virtuelle sénégalaise et qui dépend du ministère de l'Enseignement supérieur. Mais le gros souci, c'est d'un lien cohérent entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur. Il y a des problèmes de prérogatives. On a eu cette discussion, on a eu une réunion, plusieurs réunions d'ailleurs. Et il y a eu une réunion où on avait aussi Doucouré du ministère de la Santé pour lui dire qu'il faut profiter actuellement des possibilités du numérique. Et on a fait un premier test, on a fait un enseignement sur l'asphyxie du nouveau-né. Je pense que Mokhtar était là, il y avait Yayor, et il y avait aussi Aziz Diouf qui avait fait le truc sur les soins après avortement ou quelque chose comme ça, l'après-éclampsie. On a fait un premier test à partir de l'ENO de Mermoz, on a donné un enseignement à Kolda. Vous voyez que c'est important. Et il y a des modules de télémédecine positionnés dans les ENO. Il y a 9 ENO actuellement qui ont des modules de télémédecine. Mais ce n'est pas ça qui est bon. Ce qui est bon, c'est d'avoir des modules dans les structures de santé. Et les gros modules qu'il y a dans les ENO sont difficilement déplaçables. Et il est difficilement envisageable de demander à un malade de quitter l'hôpital pour venir dans un ENO pour se faire diagnostiquer. Donc nous avons dit qu'il faut des modules qui soient beaucoup plus mobiles. Et on travaille sur ça. D'ailleurs, on travaille avec le maire le président du conseil régional de Kolda pour qu'il y ait des balises de télémédecine. Et je pense que si on nous aide, on a des difficultés de coordination. Parce que là, on est bloqué. On est beaucoup bloqué. Il faudra dire au ministre de la Santé qu'on travaille dessus. Jeannot Jalous, avec lequel on travaille, qui est en France, a demandé plusieurs fois des rendez-vous pour qu'on puisse quand même amener le ministère de la Santé et beaucoup plus collaborer avec le ministère de l'Enseignement supérieur dans ce cadre. Moi, personnellement, c'est ma conviction. Il faut de la télémédecine. Il faut que la médecine soit accessible à tout le monde
partout où ils sont, et il n'y a que la télémédecine qui peut être vraiment la solution. C'est ma conviction, et il y a des moyens pour le faire. Merci. Je pense que le taux de mortalité par rapport aux autres études n'est pas aussi énorme que cela, quand on considère au Sénégal qu'il n'y a pas un circuit du patient. Ce qui fait qu'avant d'arriver ici, de mon village natal à ici, il est passé par 4 ou 5, ça fait, il arrive ici presque au dernier moment, et ça justifie, c'est une des justifications peut-être de ce. Mais je voudrais me féliciter, en tout cas, j'ai réappris, vous savez, j'ai arrêté de consulter depuis 1989. Et je suis devenu un administratif. Elle va le devenir aussi, parce que comme elle est partie. Hein? Alors, mais je me suis replongé encore dans la médecine. Vraiment, merci. Ça me rappelle mes vieux professeurs. Mais je suis content surtout parce que je l'ai dit à mon grand frère, le professeur Fall, qui était le directeur, qui était ici à l'ouverture de ce truc-là. Cet hôpital est le miroir des programmes de santé du ministère de la Santé. Et c'est vous qui devez dire au ministre de la Santé, ah, ça ne va pas à tel endroit, parce que ça ne va pas à tel endroit. Ces inviginations, vous l'avez dit, d'où ils viennent. Peut-être qu'il y a un problème. Mais dans les autres maladies même, vous pouvez renseigner le ministre de la Santé à travers la direction générale qu'à tel endroit, il y a un problème. Parce que vous recevez les cas et vous avez. Et je suis content quand vous avez prononcé le mot de protocole, qu'il faut envoyer au niveau périphérique pour que les gens puissent se rafraîchir la mémoire sur le diagnostic précoce. J'avais dans le temps, en négociation avec la Banque mondiale, négocié le renforcement des capacités des médecins en zone périphérique en capacitation de chirurgie d'urgence. J'avais rencontré quelques problèmes avec le professeur Diop, Gabi, Adrien Diop. Mais le professeur Djedjou avait accepté ça et on avait vraiment travaillé avec le professeur Djedjou et c'est ça qui a valu la création d'un centre de recherche que je ne sais pas comment on l'appelait. Donc je suis content que vous puissiez toucher du doigt à ce truc. Et la télémédecine, madame l'a dit, je pense que c'est absolument nécessaire. D'ici, avec la télémédecine, un chirurgien qui se trouve, ou un médecin même, généraliste se trouve dans une zone enclavée, peut travailler avec vous et trouver la solution locale, parce qu'on ne peut pas évacuer tout le monde ici. En tout cas, je suis vraiment charmé de ce que j'ai entendu ici et continue à vous encourager pour continuer ce bon travail. Je voudrais, avant que la directrice ne conclue, remercier d'abord nos invités. Je ne sais pas s'ils ont des questions à poser ou pas, mais je pense aussi qu'il faut les prévoir, à donner à nos invités la parole pour qu'ils puissent poser des questions. La santé, vous l'avez dit, la prise en charge doit être multidisciplinaire, mais nous savons tous aussi que la santé, pour des soins corrects, doit agir sur plusieurs secteurs. Des secteurs qui sont dans la santé, mais des secteurs également qui sont en dehors de la santé. Et ces vaillantes dames peuvent servir de relais. Donc, je suis très contente de votre réponse à notre invitation. Et vous connaissant, je sais que vous serez des relais par rapport à ça, des enfants qui pleurent de façon paroxystique. Donc, un coup de tonnerre dans un ciel serein, un enfant qui pleure, qui n'avait rien du tout. Essayez de vous rapprocher de l'hôpital le plus tôt possible parce qu'il peut s'agir d'une invagination intestinale.
Mais je voudrais aussi remercier l'Amicale des femmes de l'hôpital d'enfants Albert Royer. Aujourd'hui, je devais être en tenue verte. Mais sincèrement, je m'excuse, Madame la Présidente, je l'avais complètement oublié. Je suis en noir. Parce que notre tenue du 8 mars, c'était les verts, roses et jaunes et blancs. Donc, on avait dit que pour les journées scientifiques, on allait porter les mêmes tenues. Donc, je m'en excuse pour aujourd'hui. Madame la Directrice Générale, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tout le personnel de l'hôpital d'enfants Albert Royer. Il y a moins d'une semaine, nous avons, par le biais du professeur Baye Karim Diallo de l'ORL, nous avons lancé l'anniversaire, ou bien nous avons fêté l'anniversaire de l'association DIG. Et par cette association, l'hôpital d'enfants Albert Royer est désormais la référence en matière de la détection de la déficience auditive. C'est-à-dire, il y a 4 sites qui ont été ciblés, mais Albert Royer va se charger de la validation du diagnostic et du suivi du traitement des déficiences auditives. Il y a 2 semaines de cela, par l'intermédiaire de la chirurgie et de l'anesthésie-réanimation, nous avons noué un partenariat avec le CHU de Nîmes. Et ceci, c'est parce que je vous parle de ces 2 dernières semaines. Juste pour vous dire qu'il y a une collaboration franche et sincère entre le médical et l'administration. Autant nous cherchons des partenaires, autant ils cherchent des partenaires pour améliorer la qualité des soins des enfants malades. Donc, je suis sincèrement satisfaite par le déroulement de cette première session des matinées bimensuelles scientifiques de l'hôpital d'enfants Albert Royer. Tous les 2 mois, Inch'Allah, nous ferons le maximum pour l'organiser et pour améliorer l'organisation. Et des thèmes intéressants seront traités, et dans chaque thème également, il y aura un volet de prévention pour appuyer un peu les mamans dans le diagnostic précoce des enfants malades. Je terminerai par prier pour l'Assemblée. Nous sommes au mois de Ramadan, pour que Dieu nous donne la chance de terminer ce mois. Tout le monde n'a pas eu la chance de commencer ce mois. Je le dis parce que tout simplement, nous venons de perdre un de notre maître, le docteur Amadou Korandao, qui nous a enseigné, qui était un pionnier dans la médecine physique et de réadaptation et qui a beaucoup contribué et aidé les personnes qui vivent en situation de handicap. Donc je demanderai à l'assistance de prier pour lui. Et nous sommes aussi, au mois de Ramadan, nous sommes aussi au mois du Carême. Donc nos 2 principales religions se retrouvent dans ce mois pour jeûner. Donc je prie pour que Dieu exauce tout notre vœu et pour que tout patient qui entre à Albert Royer en ressorte guéri. Je vous remercie. Moi, je ne peux avoir que des sentiments de satisfaction par rapport à tout ce qui a été dit et très bien dit. Je félicite encore tout ce qui ont eu à présenter. Et ça reflète la qualité de ce que vous êtes en train de faire et la multidisciplinarité. Et je dis sans risque de me tromper que vous êtes en train de faire un travail extraordinaire en collaboration avec votre administration. On ne demande pas mieux. Je peux aussi dire, témoigner au-delà de ce que je connais. Je disais tout à l'heure au professeur Pape Mata, le fils bien-aimé de professeur Nderama. Elle ne t'allait pas déloger pédiatre, je crois qu'il a commencé par Albert Royer. Quand j'étais à Djamniaï, parfois j'étais un peu jalouse d'ailleurs, quand elle parlait d'Albert Royer. En tout cas, je vous félicite et vous encourage, directrice, vous, avec l'ensemble de vos collaborateurs, l'ACM, le personnel dans sa globalité, pour le travail extraordinaire que vous êtes en train de faire. Un travail n'est jamais bien fini, il y a tout le temps des moyens additionnels qu'il va falloir apporter. En tout cas, je réitère ma disponibilité. Et ça me donne l'eau à la bouche, comme j'ai vu bimensuel, mais c'est bimestriel. En tout cas, sur le principe, je serai ici la prochaine fois, sauf catastrophe. Et ça me permet de monitorer. J'ai dit des choses ici, il va falloir me monitorer, m'évaluer aussi dans 2 mois. Pour ce est-ce qu'il y a quelque chose de concret que les lignes auront bougé. En tout cas, ça a été une journée très fructueuse et ça me permet de régler de petits problèmes que les grandes messes ne règlent pas, etc. Ce dont il a parlé tout à l'heure par rapport à
à la télémédecine, je crois que je me ferai devoir d'être le porte-parole auprès du monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, ainsi de suite, toutes d'autres priorités, d'autres demandes qui ont été formulées ici. En tout cas, Madame la Directrice, je vous félicite encore une fois, Monsieur le Président. Félicitez l'ensemble du personnel et vous donne rendez-vous très prochainement et à très bientôt. La séance est